rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous sommes donc réunis cet après-midi pour examiner une proposition de loi adoptée au Sénat le 23 octobre, Monsieur le Président, dernier, relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP, sur laquelle j'ai l'honneur d'avoir été nommé rapporteur. Cette proposition de loi aborde un sujet sensible et qui peut être encore clivant, à savoir l'ouverture à la concurrence de nos réseaux de transport public en Île-de-France et plus spécifiquement du réseau des bus de la RATP à Paris et en première couronne. En préambule, je souhaiterais donc revenir sur ce que n'est pas cette proposition de loi pour que nous puissions nous concentrer sur le fond du texte et ne pas rouvrir des débats déjà tranchés, ici même par le législateur. Cette PPL n'introduit pas l'obligation d'ouvrir à la concurrence le réseau de bus en Île-de-France. Le processus d'ouverture à la concurrence de la RATP, en particulier pour ce qui concerne les bus, est engagé depuis la loi du 8 décembre 2009. Cette décision a été prise dans le respect du droit européen, dont le cadre a été fixé par le règlement dit OSP de 2007. À ce propos, je tiens à rappeler que le cadre européen a laissé le choix aux autorités nationales en matière d'exploitation des services publics de transport de voyageurs, soit en passant par un opérateur interne émanant de l'autorité organisatrice des mobilités, soit en passant par l'attribution de contrats de service public après mise en concurrence. C'est important de le rappeler parce que j'entends trop souvent l'excuse facile du « c'est la faute à l'Europe ». Je crains d'ailleurs de l'entendre encore cet après-midi. Nous avions le choix d'ouvrir ou non à la concurrence. Nous avons fait celui que je considère être le bon, celui qui permet aujourd'hui à la RATP d'exporter son savoir-faire partout en Europe et qui demain nous offrira un réseau de transport plus performant et plus efficace. Outre le fait que, je le répète, ce n'est pas l'objet de la PPL qui nous réunit aujourd'hui, revenir sur la décision d'ouverture à la concurrence du réseau de bus, comme le proposent de nombreux amendements, serait aussi un déni de réalité. L'ouverture à la concurrence du réseau de bus est bel et bien engagée par Île-de-France Mobilité. Dès février 2022, l'allotissement du réseau de bus en 13 lots à Paris et en première couronne a été décidé par IDFM et les premiers avis de concession ont été publiés dans la foulée. Ce qui amène à mon deuxième point. Cette PPL ne vise pas non plus à décaler dans le temps l'ouverture à la concurrence du réseau de bus de la RATP. Elle vise seulement à permettre à IDFM d'échelonner le calendrier d'ouverture effective à la concurrence sur une durée maximale de 2 ans par rapport au calendrier initial. Dès la fin de l'année 2024, les premières DSP seront bien attribuées et elles seront mises en service durant le deuxième trimestre 2025. Mais venons-en donc maintenant à ce que prévoit effectivement cette PPL et les raisons pour lesquelles elle nous réunit aujourd'hui. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la loi sur les mobilités, la LOM, votée en 2019, qui a défini le cadre légal du volet social de l'ouverture à la concurrence que cette PPL vise à compléter et à consolider. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la fin de l'année dernière, plusieurs difficultés ont été soulevées, tenant d'une part au calendrier d'ouverture à la concurrence initialement fixé par la LOM et, d'autre part, sur les garanties sociales accordées aux salariés concernés par l'ouverture à la concurrence. Sur les difficultés calendaires, déjà au printemps dernier, à l'occasion de l'examen de la PPL de notre collègue Stéphane Peu, visant à surseoir à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus RATP, dont je salue le travail effectué et l'implication sur cette question, un consensus est apparu pour convenir que la bascule en un jour, le 1er janvier 2025, vers l'ouverture à la concurrence n'était ni réaliste ni souhaitable. J'en profite pour rappeler quelques chiffres pour avoir en tête l'ampleur que représente l'ouverture à la concurrence des lignes de bus à Paris et en première couronne. Elle concerne 19 000 conducteurs, 315 lignes, 4 800 bus et 1 300 points d'arrêt. En plus du défi structurel que pose l'ouverture à la concurrence du premier réseau de bus en France en densité, elle aurait eu lieu dans le contexte de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques. Indiquer ainsi, en plein Jeux olympiques, à ces 19 000 conducteurs quelle serait au 1er janvier 2025 leur nouvelle affectation et leur nouvel employeur paraît totalement irréaliste. Vous imaginez bien l'inquiétude et potentiellement la désorganisation qu'entraînerait un tel chevauchement de calendrier. Le compromis qui s'est dessiné à l'occasion de l'examen de la PPL de M. Peu consistait à accorder un délai supplémentaire de 2 ans pour permettre à IDFM d'échelonner jusqu'en 2026 le calendrier d'ouverture à la concurrence du réseau de bus. Si le choix avait été fait de ne pas réintroduire ce texte dans la niche du groupe GDR en séance publique, ce que j'ai vivement regretté, je me réjouis de retrouver ce compromis dans la PPL que nous examinons aujourd'hui. En parallèle des préoccupations calendaires, une mission de préfiguration sociale a été confiée à messieurs Bailly et Grosset en février 2023
pour faciliter l'ouverture effective à la concurrence, en particulier sur le volet social pour les salariés concernés en associant toutes les parties prenantes. Le résultat des travaux de messieurs Bailly et Grosset et leurs recommandations ont été remis à IDFM en juin dernier, et cette proposition de loi déposée par le sénateur M. Vincent Capo-Canellas le 29 septembre en traduit législativement les préconisations. Ce texte poursuit ainsi deux objectifs principaux. 1. Garantir la meilleure continuité et qualité de service public pendant et après la période de transition vers l'ouverture, tout en préservant un cadre social exigeant pour les salariés concernés. Et 2. Veiller à l'équité concurrentielle. Toutes les auditions que j'ai pu mener avec les opérateurs, les représentants d'usagers ou encore IDFM, à l'exception des organisations syndicales qui restent opposées au principe même de l'ouverture à la concurrence, témoignent que les parties prenantes sont satisfaites des points d'équilibre issus de la mission Bailly-Grosset et que l'on retrouve dans ce texte. L'article 1er répond aux inquiétudes quant à la mobilité géographique obligatoire des salariés concernés par le transfert de leur contrat de travail. Grâce à cet article, le transfert ne s'opérera plus ligne par ligne, mais par centre-bus. À cette règle de principe s'ajoute un mécanisme d'appel à volontariat confié à IDFM pour ajuster d'éventuels déséquilibres d'effectifs entre centre-bus. Cet article prévoit également des dispositions spécifiques pour les conducteurs de bus de nuit pour leur permettre de suivre leur ligne, sauf s'ils se portent volontaires pour être maintenus dans leur centre-bus et basculer sur des lignes de jour. Il permet aussi l'extension du bénéfice des garanties sociales à tous les salariés transférés pour combler les angles morts laissés dans la LOM, notamment pour les salariés transférés en régie ou quasi-régie à IDFM. Cette consolidation des garanties sociales et cette attention portée à la situation de chaque salarié se retrouve également à l'article 6, qui vise à proroger le mandat des représentants du personnel de la RATP jusqu'à la fin de la période d'ouverture progressive à la concurrence du réseau de bus. Il permet à ce que le dialogue social ne soit pas interrompu pendant cette période de transition. Déjà largement évoqué, l'article 4 de cette PPL permet à Île-de-France Mobilité d'échelonner le calendrier d'ouverture effective à la concurrence pendant une durée maximale de 2 ans par rapport à la date initialement fixée par le législateur, à savoir entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026. Ce souci d'assurer la continuité du service public et de permettre à chaque opérateur de préparer au mieux l'ouverture à la concurrence du réseau de bus se retrouve à l'article 5, qui prévoit le report pendant une période transitoire de 15 mois de l'application du cadre social territorialisé. Ce report concernera la disposition du CST qui prévoit une amplitude horaire journalière maximale de 11 heures pour les services en 2 fois, alors qu'actuellement cette amplitude maximale est de 13 heures à la RATP. Cette modification de l'amplitude horaire entraînerait un besoin d'environ 500 à 700 conducteurs de bus supplémentaires sur l'ensemble du réseau. Il est donc indispensable de prévoir une période de transition pour permettre à chaque nouvel opérateur d'anticiper les besoins et de recruter des conducteurs en plus. 2 autres articles, les articles 2 et 8, concernent Île-de-France Mobilité. L'article 2 permet d'élargir les possibilités de recrutement d'IDFM à des salariés de droit privé afin de mieux répondre à la diversification et la complexification de ses missions dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des transports publics de la région Île-de-France. L'article 8, quant à lui, autorise la représentation au sein du conseil d'administration d'IDFM des organisations représentatives des employeurs en son sein, lesquelles restent les premiers financeurs du réseau de transport public dans la région. Si tous ces articles vont dans le bon sens et ont reçu un très bon accueil de la part de toutes les parties prenantes que j'ai pu auditionner, je tiens, avant de conclure, à revenir sur l'article 3 de cette PPL. Cet article concerne la compétence de règlement des litiges éventuels entre IDFM et la RATP sur le calcul du nombre de salariés transférés confiés à l'autorité de régulation des transports, l'ART. L'audition que j'ai menée auprès de l'ART m'a alerté sur les difficultés que pose l'attribution de cette compétence à cette autorité dont la réputation et le professionnalisme n'est plus à démontrer. Tout d'abord, l'ART ne dispose d'aucune compétence sectorielle en matière de transport routier des voyageurs en Île-de-France. Ses compétences se limitent au réseau de transport souterrain de la région. Elle ne comprend donc pas pourquoi cette mission de règlement des litiges lui a été confiée alors qu'elle ne dispose, j'insiste sur ce point, d'aucune connaissance particulière dans ce domaine et donc d'aucune légitimité à s'emparer de ce sujet. Deuxième difficulté, alors que cette compétence lui a été confiée dès la LOM, donc dès 2019, l'ART ne dispose pas des moyens humains ni financiers supplémentaires pour monter en compétence sur ce secteur. Il m'est donc apparu évident que le maintien de cette compétence dans de telles conditions d'exercice
pourrait mettre en péril les autres missions de l'ART et, plus globalement, sa crédibilité et son expertise, reconnues même en dehors de nos frontières. Pour ces raisons, je donnerai donc un avis favorable aux amendements CD2 et CD4 si le sous-amendement que je propose est accepté de notre collègue Pierre Watin visant à retirer cette compétence à l'ART comme elle le demande. En conclusion, je souhaiterais tout d'abord remercier nos collègues du Sénat pour la qualité du travail effectué en première lecture qui nous permet aujourd'hui de se pencher sur un texte déjà très complet. Je voudrais aussi remercier tous les administrateurs de l'Assemblée nationale qui ont travaillé très bien et très vite dans un temps restreint pour que nous puissions étudier ce texte le plus rapidement possible à l'Assemblée nationale. Je veux aussi rappeler un principe essentiel qui est celui que l'État n'a pas vocation à se substituer à Île-de-France Mobilités, comme certains d'ailleurs semblent l'oublier à la lecture de leurs amendements. Notre rôle de législateur est de fixer un cadre, pas d'opérer en qualité d'autorité organisatrice de la mobilité. C'est à IDFM et à IDFM seul de gérer de manière opérationnelle cette ouverture à la concurrence. Les auditions que j'ai menées ont permis de détecter encore certains points de crispation dans la gestion de cette transition. Je peux par exemple parler de l'information voyageur ou encore de la coordination des différents opérateurs, notamment en situation de crise. Ces doutes devront être levés au plus vite. Dire que tout s'est parfaitement passé dans l'ouverture à la concurrence du réseau de bus de moyenne et grande couronne ne serait pas fidèle à la réalité. Dire l'inverse serait d'ailleurs tout aussi faux. Si le contexte ne sera pas le même dans les prochains mois, les leçons du passé devront être retenues. Quoi qu'il en soit, l'État se tiendra aux côtés d'IDFM dans son rôle et notre présence aujourd'hui en est la preuve. Je vous remercie. Merci.